Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce lundi 10 décembre. UMP et PS face à face pour l'élection législative partielle à Béziers au second tour. L'ex-député UMP Elie Abou sera opposé à la socialiste Dolores Roquet. Son élection à la députation en juin avait été invalidée. La mobilisation du collectif Cheval ce matin anime une trentaine d'éleveurs à protester contre la hausse annoncée de la TVA sur la filière équine. Et puis on finira avec les résultats du week-end sportif et notamment les rugbyman montpelliérains qui ont remporté leur première victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe. C'est historique et c'était à Cardiff hier. L'avantage à l'UMP à Béziers à l'issue du premier tour de l'élection législative partielle sur la 6e circonscription de l'Hérault. Elie Abou a obtenu 42,61% des voix. L'ex-député UMP obtient donc une nette avance face à la socialiste Dolores Roquet, 27,73% des suffrages exprimés. Avec 23,37% des votes, la candidate du Front National France Jamais ne sera pas présente au second tour. Reste à savoir si les électeurs seront mobilisés dimanche prochain. Hier, seulement 41,58% des inscrits sont allés voter. Les détails, Olivier Roiran. Merci. Merci parce que vous avez toujours cru. Et vous n'avez jamais baissé les bras. Voilà. Merci. Il s'offre un bain de foule devant sa permanence. C'est le grand vainqueur du premier tour de cette législative partielle héroltaise. Elie Abou a fait le plein des voix UMP. Avec 42,6%, le copéiste n'a subi ni la guerre des chefs de son parti, ni l'hémorragie électorale vers l'extrême droite espérée par le Front National. Vous savez, les Biterrois savent très bien ce que c'est la politique. Et quand on est sur ce territoire depuis des années, à côté des gens, au service des gens, j'ai envie de dire qu'il y a une justice. Je voudrais remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à l'homme de terrain et leur dire rendez-vous dimanche prochain. Pour le deuxième tour, le candidat UMP sera opposé à la députée élue en juin à la socialiste Dolores Roquet. Avec 27,7% des suffrages ce dimanche, elle subit une forte démobilisation à gauche, en perdant près de 5000 voix par rapport au scrutin précédent. Nous avons fait une campagne de terrain extrêmement importante. Nous étions tous les jours au contact des Biterrois. Il se peut que certains aient manifesté ainsi des impatiences et manifesté, je dirais, une forme d'insatisfaction. Nous avons une marge importante chez les abstentionnistes et c'est cela que nous allons aller chercher. Le PS, qui reçoit dès ce lundi le soutien de Manuel Valls à Béziers, constate le score important du Front National au premier tour, plus de 23% des voix. La candidate, France Jamais, est éliminée, mais elle était satisfaite hier soir de son résultat. Je crois qu'au regard des résultats, nous avons quand même toutes les raisons d'être contents et notamment optimistes, je crois, pour les prochaines échéances. Je pense notamment aux échéances municipales. Ce sont, vous le savez, quoi qu'on en dise, des élections qui sont toujours les partielles assez difficiles pour nous. Nous observons souvent une baisse ou une chute de voix. Et là, je crois que nous augmentons, donc je pense que c'est extrêmement positif. Dernier enseignement du premier tour de cette législative partielle biterroise. La participation très faible, un peu plus de 41%. Le deuxième tour, c'est ce dimanche 16 décembre, un duel UMP-PS. Et ont également présenté leur candidature au premier tour de cette élection législative partielle. Luc Zénon pour Début la République, Maryse Launay pour le Parti ouvrier, la candidate du mouvement écologiste indépendant Magali Manus et Paul Barbazange, candidat du Front de gauche. On vous l'annonçait fin de semaine dernière, le député du Gard, Christophe Cavard, doit présider la commission parlementaire sur le fonctionnement des services de renseignement dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés et notamment des filières djihadistes existant sur le territoire français. Une commission d'enquête proposée par le groupe écologiste chargé de faire la lumière sur le travail des renseignements français, notamment dans l'affaire Mera, une affaire qui risque de cristalliser l'attention. Écoutez. Ça, c'est le risque. Et donc c'est tout aussi à moi, en tant que président de commission, de faire en sorte que justement cette commission d'enquête ne devienne pas la commission d'enquête de l'affaire Mera. Ça c'est hors de question, je l'ai garanti. C'est un sujet sensible. La justice fera son travail, elle va bien évidemment être saisie. Les familles ont saisi, donc en ce sens la justice. L'État évidemment va se préoccuper aussi de son côté de tout ça. Voilà, donc c'est pas le rôle des parlementaires d'être des tribunaux à la place des tribunaux. Nous on fait notre travail politique, notre travail parlementaire, les tribunaux font le leur. L'objet de la commission d'enquête,
d'enquête, c'est pas d'être une commission d'enquête à charge, c'est pas d'accuser, c'est bien au contraire d'essayer d'améliorer et que ces services, et que une réalité, on en a besoin en France, et ils font très bien leur travail, puissent fonctionner avec de vrais moyens et d'une tranquillité, j'ai envie de dire, politique la plus saine possible. Et le député socialiste de l'Hérault, Christian Assaf, pourrait également faire partie de cette commission d'enquête qui doit entamer ses travaux en février prochain. Attention aux coûts collatéraux du dédoublement de l'A9. À l'heure où les collectivités territoriales débattent des budgets 2013, Europe Écologie Les Verts alerte. Si les 850 millions d'euros que devrait coûter la construction de la nouvelle autoroute sont pris en charge par Vinci, il reste à financer les chantiers annexes et notamment l'intégration de l'ancienne autoroute dans l'espace urbain de l'agglo de Montpellier pour en faire une rocade. Des coûts cachés qui s'élèveraient à 1 demi-milliard d'euros selon les écologistes. Il y a eu un marché de dupes. La décision de doubler l'A9 a été prise par l'État, avec le soutien des collectivités locales, sans que les collectivités locales intègrent dans leur plan de financement le coût énorme que ça va représenter pour requalifier l'autoroute actuelle, pour faire le contournement ouest de Montpellier, pour faire la déviation est de Montpellier. Tous ces coûts-là sont de l'ordre de 500 millions d'euros. C'est un investissement colossal qui va ponctionner et qui va obliger à augmenter les impôts. Ça pourrait être, si on voulait le financer sur 5 ans, du 20 à 25% d'augmentation de la taxe d'habitation pour l'agglomération et de la taxe sur le foncier bâti pour le département. Il faut que l'État confie à ASF la responsabilité de tout cet aménagement, puisque l'État a voulu ce doublement. L'autre solution, c'est de renoncer au doublement. Nous dégagerions alors 500 millions d'euros pour des investissements utiles dans la région. L'ex-maire de Jacou, Jean-Marcel Castet, mort hier soir à l'âge de 67 ans. Ce proche de Georges Frêche et d'André Vézinet a été élu maire en 1989. Il est resté premier magistrat de Jacou pendant 23 ans. Malade, Jean-Marcel Castet avait cédé son écharpe à son premier adjoint il y a 1 an. Christian Bourquin, à nouveau visé par une plainte pour favoritisme. Une association d'administrés et de contribuables et 2 sociétés de communication portent notamment plainte contre le président de région pour délit de favoritisme. En cause, l'attribution en 2012 de 2 marchés publics à la société de Pascal Provencel, sans inédit. Des attributions suspectes pour l'avocat des plaignants. Il s'appuie notamment sur le dépôt d'un seul dossier en réponse à l'un des appels d'offres incriminés, alors que 58 dossiers avaient été retirés. Cela révèle qu'il y a quand même 58 chefs d'entreprise, enfin moins 1, puisqu'il y en a un qui a déposé quand même, qui ont décidé d'aller retirer un dossier et puis ils se sont dit ça sert à rien, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que nous n'avons aucune chance d'avoir ce marché. Vous vous rendez compte, on n'a jamais vu ça. Enfin, je veux dire, même dans une république bananière, ça se passe mieux que ça. Donc il y a un véritable problème. Et lorsque l'acheteur public, c'est-à-dire lorsque la région a vu arriver cette offre, seule, elle aurait dû quand même se poser des questions. Pourquoi personne ne postule? Un marché de 4 millions d'euros de communication en langue de Roussillon, c'est quand même pas trop dégueulasse. Pourquoi il y a un seul candidat? Le fait de ne même pas s'être posé la question révèle véritablement une volonté de se cacher, de continuer à travailler caché. Et il y a un manque évident de transparence dans le fonctionnement des marchés publics en région Languedoc-Roussillon. Cette plainte devrait pouvoir ramener les gens à la raison. Un dépôt de plainte qui intervient alors quelques semaines après la confirmation en appel de la condamnation de Christian Bourquin pour favoritisme à 2 mois de prison avec sursis. Le président de région qui s'est pourvu en cassation. La filière équine en colère, ils étaient une trentaine ce matin à manifester devant la Chambre d'agriculture de Nîmes pour protester contre le passage de la TVA à 19,6%, une hausse exigée par l'Europe. Et même si le gouvernement a annoncé que cette augmentation ne serait pas effective en 2013, le collectif Cheval Colère reste mobilisé. Dans la région, cette hausse de la TVA pourrait causer la disparition d'une centaine d'emplois. Les explications, Olivier Michel. Depuis 2004 en France, c'est le taux de TVA agricole à 5,5% qui est appliqué à la filière équine. En janvier prochain, selon la Commission européenne, ce taux devrait passer à 19,6%. Une hausse préjudiciable pour les acteurs de cette filière qui se sont fédérés au sein du collectif Cheval Colère. Aujourd'hui, la filière cheval en Languedoc-Roussillon, c'est plus de 2000 emplois. C'est 60 000 hectares d'utilisés pour les chevaux. Ça veut dire que à la fois ces emplois vont être menacés. Il y a en gros 1/3 des structures qui risquent de plier boutique du jour au lendemain parce que concrètement, on réduit leurs revenus
réduit de plus de 20%, et les hectares utilisés et entretenus par les chevaux qui vont être délaissés. Ensuite, c'est aussi des chevaux qui vont se retrouver sans emploi. Et des chevaux sans emploi dans des structures professionnelles, on est obligé, malheureusement, même si ce n'est pas notre souhait, de nous en débarrasser. C'est des chevaux qui risquent de partir à l'abattoir, même si on essaiera de tout faire pour éviter ça. Une hausse de TVA qui est perçue comme un premier couperet, le second étant la réforme à venir des rythmes scolaires. En équitation, on fonctionne énormément le mercredi, le samedi et le dimanche. Si on nous enlève donc la matinée du mercredi, ça nous fait quand même, on va dire, un 5e, un 6e du chiffre d'affaires en moins, en plus de la hausse de la TVA cette année. Sur les 330 entreprises équestres que compte le département du Gard et qui représentent 200 équivalents temps plein, 120 ont moins de 5 ans et ont vu le jour grâce à la TVA réduite. Ce sont elles qui pourraient en premier lieu être impactées. Une trentaine de membres du réseau Éducation sans frontières a manifesté samedi devant la préfecture du Gard à Nîmes. L'association reste vigilante quant à la récente circulaire du ministre de l'Intérieur sur la régularisation des sans-papiers. Une circulaire qui comporterait, selon les militants, des avancées intéressantes, mais qui resterait trop sévère dans l'ensemble. Surtout, RESF le rappelle, une circulaire n'a pas la même valeur qu'une loi. Chaque citoyen ou chaque personne est susceptible de demander à ce qu'on lui applique la loi, la même loi pour tout le monde, alors que les circulaires laissent beaucoup d'appréciation au préfet et ne sont pas susceptibles de recours sur le plan administratif. Pour les familles que nous suivons, que nous essayons d'accompagner, la situation reste tout aussi difficile que les années précédentes. Et la circulaire, si on fait un peu un bilan pour les familles que nous suivons sur le Gard, sur quelques 25 familles donc, qui sont vraiment en bout de course et en situation de souffrance, il y a peut-être 2 familles dont la situation va se voir améliorée par les nouveaux critères de la circulaire. On passe au sport et les bonnes performances des sportifs locaux, à commencer par les footballeurs montpelliérains et leur nette victoire sur Ajaccio samedi soir à la Mosson, 3-0. Montpellier qui empoche 3 points et se classe 12e de la Ligue 1. Voyez le résumé du week-end sportif préparé par Mouadel Yakabi. Week-end heureux pour Montpellier. Le MHSC qui recevait Ajaccio a fait carton plein, 3-0. Utaka ouvre le score sur un exploit individuel à la 27e minute. Cabella continue sur sa belle lancée en inscrivant le 2e but avant que Younes Belanda ne fasse le break à la 66e minute. Le derby entre le BLMA et Perpignan a tourné en faveur des joueuses de Valérie Demory. Les 2 équipes ont fait jeu égal et il a fallu attendre le dernier carton pour enfin voir les Latoises prendre de l'avance au tableau d'affichage. Score final 61-52. Historique, comment qualifier la victoire du MHR à Cardiff autrement ? Face à l'une des grandes écuries européennes de rugby, les Montpelliérains ont fait parler la foudre grâce à un énorme Mamouka Gorgodze, capitaine du jour. Vainqueur 35-24, le MHR est dorénavant 2e au classement. Handball enfin et l'Euro, les Nîmoises Camille Aiglon et Blandine Dansette qui rencontraient les Suédoises vice-championnes d'Europe. Les Français se sont bien rattrapés après leur défaite surprise contre le Danemark, puisqu'elles ont étrillé leurs adversaires 24-17. On passe au résumé de l'actu internationale en bref et en images. C'est le monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan. Après plusieurs jours de manifestations et d'affrontements en Égypte, Mohamed Morsi a finalement décidé d'annuler son décret sur l'élargissement de ses pouvoirs. Une décision encore insuffisante pour ses opposants qui demandent maintenant le retrait du référendum sur le projet de constitution. Si les manifestations ont donc perdu en intensité, pro et anti-Morsi s'opposent toujours devant le palais présidentiel où une 3e barrière a été érigée. Hugo Chavez annonce la rechute de son cancer au peuple vénézuélien. Âgé de 58 ans, le président du Venezuela va subir dans un futur proche une intervention chirurgicale visant à éradiquer sa tumeur. Hugo Chavez, au pouvoir depuis 1999, a désigné Nicolás Maduro, l'actuel ministre des Affaires étrangères, comme probable successeur dans l'éventualité où le président ne pourrait plus assurer ses fonctions correctement. John McAfee demande son retour aux États-Unis. Étant activement recherché par le Belize dans une affaire de meurtre, l'homme d'affaires américain demande l'exil sur sa terre de naissance tout en rassurant sur son état de santé après une suspicion de crise cardiaque la semaine passée. Comment va ma santé ? À 67 ans, votre santé n'est jamais dans le meilleur état, mais elle s'améliore. Le souci que j'ai eu l'autre jour, c'est que je n'avais pas mangé depuis 2 jours, j'avais très peu bu et je fume comme un pompier. Je me suis levé, je me suis évanoui et je me suis frappé la tête contre le mur. La confusion totale. John McAfee reste toujours en détention au Guatemala jusqu'à nouvel ordre.
C'est aujourd'hui que l'Europe recevait son prix Nobel de la paix. Une récompense pour avoir réussi à unifier un continent rongé par les guerres pendant des centaines d'années. En présence des chefs d'État ainsi que des principaux acteurs de la zone euro, cette remise de prix a aussi été marquée par certaines absences, dont celle de David Cameron, le Premier ministre anglais. Une remise de prix effectuée alors que l'Union européenne connaît sa plus grave crise économique depuis sa création il y a 55 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très belle soirée sur TV Sud. À demain.